Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, la conférence épiscopale appelle à un sursaut politique afin de sortir le pays du marasme. Les évêques déplorent toutefois la perte d'influence de l'Église sur les acteurs de la crise et rappellent la nécessité de respecter les accords et les normes institutionnelles. Plus d'une cinquantaine de policiers ont été formés comme inspecteurs en police communautaire. Lors de la cérémonie de remise des certificats, les responsables de l'OEA et de la PNH ont salué l'engagement de ces agents appelés à opérer en première ligne dans un contexte de violence. En République dominicaine, l'autopsie confirme une mort violente par noyade de la jeune Stéphora Joseph. Le rapport relayé le 9 décembre par le média Listín Diario fait état d'une insuffisance respiratoire ayant entraîné un décès rapide, sans toutefois préciser l'heure exacte. Bienvenue au développement des titres de l'actualité dans ces vœux de Noël. La conférence épiscopale haïtienne dit espérer que son message encouragera un sursaut chez les acteurs politiques du pays. Elle constate toutefois une perte d'influence de l'Église attribuée au refus persistant de plusieurs protagonistes de respecter les normes institutionnelles. L'institution affirme ne soutenir aucune position de la crise actuelle, mais rappelle la nécessité de respecter les accords en vigueur ainsi que les principes qui devraient guider la vie publique. Elle regrette enfin le profond décalage entre les recommandations de l'Église et les décisions des responsables politiques. Le porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, le père Marc-Henri Siméon, est avec nous sur le plateau de Métro News pour en parler. Père Marc-Henri Siméon, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, et c'est un plaisir, toujours un plaisir d'être sur le plateau de Métro News à Télémétropole. Le plaisir est pour nous également. Dans votre message de Noël 2025, vous, les évêques catholiques d'Haïti, vous appelez à un nouveau leadership en vue d'un retour à la paix et à la tenue des élections. Que signifie concrètement pour l'Église catholique un nouveau leadership? Est-ce que on va avoir de nouveaux visages, ou du moins c'est les mêmes personnes, l'équipe en place, mais avec une nouvelle manière de gouverner? Alors, dès qu'on parle de leadership, on voit donc la capacité à conduire non seulement des personnes, mais surtout un projet d'un point à un autre, c'est-à-dire un point de réalisation. Donc, ce qui fait le leader, c'est certes une capacité personnelle, mais surtout la capacité de mener un projet et qui, dans le cadre d'un État, puisqu'on parle du pays d'Haïti, qui est fondé sur un ensemble de valeurs communes, de valeurs partagées, de valeurs institutionnelles établies aussi par la charte commune. Et donc, puisque aujourd'hui nous sommes devant un constat d'échec, un échec que l'on pourrait et en quelque sorte considérer comme celui de notre élite, d'une certaine manière, qui n'a pas été capable de conduire la société au-delà d'une transition qui a duré depuis assez longtemps. Là, on parle d'une transition assez conjoncturelle, d'une transition politique, mais le pays est en transition depuis la chute de la dictature, puisque nous ne sommes pas parvenus ou même à un seuil où nous pouvons considérer que la démocratie a vraiment fait du chemin dans le pays et que les droits et les libertés sont garantis. Puisque aujourd'hui particulièrement, on voit bien que même la capacité de garantir ces droits et ces libertés ne peut pas être assumée par les institutions régaliennes. Donc ce nouveau leadership, c'est, comme le dit la note des évêques, un leadership fondé sur le dépassement de soi, sur l'intérêt collectif, sur le sens du service, le sens du bien commun. Et aussi la capacité à
respecter les principes qui guident la vie commune dans la société. Donc c'est à cela que la conférence appelle. Ce n'est pas nécessairement un besoin de changer de visage. Les visages changeront de toutes les façons parce qu'il y a des échéances qui sont établies par la Constitution. Donc les visages changeront de toutes les façons. Mais le style, la capacité à mener un projet de société vers son aboutissement dans un pays où on peut constater que des progrès effectifs ont été faits, ont été réalisés. Donc c'est à cela que la conférence appelle en quelque sorte. La conférence appelle également à la paix, justement pour nous conduire à la tenue d'élections. Et nous savons comme condition sine qua non pour la tenue du scrutin, c'est bien le rétablissement du climat sécuritaire. Tenant compte du calendrier électoral qui a été publié et qui fixe la tenue des élections pour 2026, tenant compte également de la mission multinationale qui est transformée en une force de répression des gangs, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes proches de la solution ? Je suis tenté de dire que jusque-là, nous sommes sur des choses qui sont établies sur papier, même en ce qui concerne la force de répression des gangs. Si vous avez bien constaté, c'est une force qui ne sera effective qu'à partir, si je ne me trompe, de mars ou même avril 2026. Donc, il faudra encore attendre. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que les acteurs, les responsables ne peuvent pas se croiser les bras et attendre que cette force de répression des gangs arrive. Donc les moyens dont nous disposons, nous devons pouvoir les mettre en œuvre pour faire ce que l'on peut faire en attendant. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas évalué à sa juste mesure la crise au moment où, par exemple, on avait adopté les accords qui ont conduit à l'établissement, par exemple, du Conseil présidentiel de transition, puisqu'en fait, on voit que pendant ces mois qui se sont écoulés depuis l'établissement du Conseil, on ne cesse de tâtonner pour trouver la formule qui peut nous permettre de rétablir un minimum de climat sécuritaire, ce qui est préalable et sine qua non, comme le dit la note, le message des évêques, pour pouvoir réaliser des élections. Sinon, comme le message le dit bien, nous irons vers peut-être, certes, des élections que nous forcerons de réaliser, mais qui ne seront peut-être pas exclusives. Parce que dès le départ, il y a certaines voix qui seront exclues. Donc ces voix-là ne pourront pas s'exprimer et dire quel type de leadership elles veulent à la tête du pays. Donc je crois que pour la transparence des élections, donc il faut qu'on puisse rétablir la situation sécuritaire, ne serait-ce que pour permettre à chaque voix, ce qui est normal dans une démocratie, de pouvoir s'exprimer. Et comme dernière question, nous savons que généralement l'Église porte un message de paix, d'amour, d'espérance, surtout en ces temps de Noël. Quel message est-ce que vous voulez transmettre aux autorités et aussi à la population haïtienne ? Alors, le message, ce sera encore tiré de ce que les évêques eux-mêmes ont voulu dire au peuple de Dieu et à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté en ces temps qui sont des temps où nos regards sont tournés vers ce que nous appelons l'espérance de la venue du Sauveur. Ce n'est pas, comme les évêques le disent, de l'optimisme naïf. Je ne voudrais pas que les gens s'emparent de cette notion d'espérance pour alimenter une sorte d'optimisme naïf chez les gens. L'espérance, c'est la capacité à croire en l'avenir. Et si l'on veut croire vraiment en l'avenir, il faut s'engager dans le présent. Donc, voilà pourquoi les évêques, ils suggèrent un certain nombre de choses, c'est-à-dire que chacun cherche à transcender
les intérêts particuliers, les intérêts de chapelle pour mettre en priorité le bien commun, l'intérêt collectif, le bien du pays, et qu'aucune parole, aucune action ne plonge le pays dans davantage de chaos qu'il ne se trouve aujourd'hui. Donc je pense qu'il est très urgent que nous ayons cela vraiment comme une perspective devant nous, à savoir ne pas laisser cette échéance qui arrive devant nous passer sans vraiment trouver les éléments de solution qui nous permettent d'aller au-delà du 7 février. Nous ne pouvons pas nier le fait, les accords qui ont conduit à l'établissement du Conseil présidentiel ont établi un mandat non pas constitutionnel mais consensuel jusqu'au 7 février 2026. Donc maintenant, il ne faut pas que nous parvenions à une sorte de hasard. Nous attendions que le hasard résolve les choses, mais il nous faut nous asseoir lucidement dans le dépassement pour ne serait-ce qu'entrer dans ce que Hannah Arendt appelle la continuité symbolique. Il nous faut un appui normatif pour que la vie continue dans le pays au-delà du 7 février. La vie doit donc continuer dans le pays. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Père. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Voilà donc les propos du Père Marc-Henri Siméon. Il est le porte-parole de la conférence des évêques d'Haïti. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Maître Ricardo Luxeus dénonce la corruption systématique des politiques en Haïti qui empêche tout développement du pays. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, il a estimé qu'il est temps de rompre avec ces mauvaises pratiques dans un contexte où les Américains jouent désormais franc jeu avec les Haïtiens. Les propos de Ricardo Luxeus. Ouais, l'administration ça là, pour moi même personnellement, je dis ça plusieurs fois et quand on est en pile haïtien, nous commencer à comprendre ça. Administration ça là, son cadeau bon Dieu fait Haïti. Vous pour quelle raison? Parce que il va pas ce type ben en tête ou caresso et puis il y a pico tant que Clinton fait en Haïti avec femme du tout ça. Next ça au clair avant. Yo pas aimer haïtien, yo pas les haïtien dans pays. Si le cadeau ça, il pas parler un jour côté en Haïti pour faire son besoin faire, veut dire que ou même so sage ou intelligent prudent, on va commencer à organiser d'abord. Parce que en pile haïtien qui États-Unis qu'on ça prier là pour mandat président ça claque fini pour l'autre démocrate monter pour faire confortable encore. Parce que nous très confortable. Nous va penser que qu'importe là on guerre civile qui ici, on va éviter de regarder où c'est où en premier tout le monde bloque les armes sur lui. OK? Celle ça qu'a fait Wendell, c'est travail, commencer travail à arrache-pied. Commencer quoi dans yon nan nous dans idée yo créer système de transparence rigide qui n'a mis nous de façon à ce que pour nous bailler tête nos représentations automatiquement nous bailler tête nos représentations gon paquet ba autant de cas fait contenu pas fait encore parce que blanc lui même blanc pas dans parler en pile avant moun yo boy si pas dans parler en pile pas dans manifestation a boy monter ou les nèg écrit lettre on a ti gen 15 20 moun qui écrit en bas pas tout bailler so boy ici c'est cob qui parler so gen cob tout ce blanc qui t'a connait se réunir faut gen cob ou gen moun d'ailleurs respecter ça. Mais on parle en pile, on demande le cob, on pas rien, on régler. C'est tout à fait normal chaque fois bon pour ça parle de dedans pour c'est souvent dans le force oui. OK? Ça veut dire que haïtien doit sortir dans bagaille bri pour le chita sous tabac monde sérieux pour le penser silencieusement. Pour le penser, pour l'écrire stratégiquement de façon à ce que pour bailler peuple la représentation ici, les fini pour aider moun yo manger la caille. Moi, je connais chaque grain haïtien moi-même. Pour moi, chaque grain haïtien a assez d'énergie pour rebâtir tout Haïti. C'est croyance pas ça. Je connais tête comme ça, je connais chaque grain. Mais il faut que nous réalisions que dans le monde côté nous qu'on y a là, moun yo pas parler ou nous encore. Et par contre, si c'est divinité, c'est bon Dieu qui fait comme ça même pour mettre pression sur nous, pour nous suspendre courir, pour nous dire bon, faut dans le travail avec frère nous la caille. Frère la caille là tout faut accepter les nous venir. Que ces petits, tous ces forces, ces cousins nouillés, nous viennent là pour venir aider, venir créer. Autre dossier, le quartier de Bel-Air a été le théâtre de violents affrontements durant la nuit du 8 au 9 décembre, impliquant des gangs rivaux qui auraient transformé la zone en véritable champ de bataille. Selon les premières informations, plusieurs personnes auraient perdu la vie lors des combats meurtriers qui ont semé la panique parmi les habitants de la zone. Parmi les victimes, au nombre d'une douzaine, se trouvent des figures majeures du crime organisé au sein de la coalition Vivre Ensemble,
notamment Don Roro, Vague et Dédé, membres influents de factions armées opérant à Bel Air. Le chef de gang le plus en vue du quartier, connu sous le nom de Kempes, aurait échappé de justesse en s'enfuyant pour éviter le piège tendu par ses rivaux, tandis que plusieurs de ses lieutenants seraient tombés sous les balles. Ces affrontements seraient liés à un différend territorial entre factions rivales. Des témoins décrivent une nuit marquée par des détonations continues et des scènes de panique, les contraignant à se barricader dans leur domicile. Il s'agit de la deuxième guerre ouverte au sein de la coalition Vivre Ensemble en quelques semaines, après l'affrontement qui aurait opposé les gangs de Grand Ravine et Village de Dieu. 52 policiers ont été formés par l'Organisation des États américains afin de devenir formateurs en police communautaire. La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée ce mardi 9 décembre en présence du commandant en chef de la PNH, Vladimir Paraison, ainsi que du représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Cristobal Dupou. Le directeur général de la PNH en a profité pour saluer l'engagement des agents de la police communautaire, rappelant qu'ils risquent leur vie en intervenant dans des situations extrêmes, souvent sans protection adéquate et parfois même sans arme à feu. Adoptant une approche préventive, ces agents contribuent à rétablir la confiance de la population envers la police dans un contexte de recrudescence des violences au sein des communautés, a-t-il précisé. Suivez ce reportage signé Garbijan et Claude Désir. Je ne saurais ne pas profiter de cet instant qui nous a été offert pour qu'une minute de recueillement soit portée à l'égard de nos frères et sœurs qui sont tombés. Dans la salle de conférence de la direction générale de la PNH, le commandant en chef de la police, Vladimir Paraison, observe une minute de recueillement à la mémoire de l'agent du SWAT Team tombé lors d'affrontements avec des bandits à Mirbalais lundi dernier. Un drame de trop qui rappelle les conditions dans lesquelles opèrent les forces de l'ordre face à l'extrême violence qui mime le pays. Les agents de la police communautaire, qui eux interviennent dans la prévention des violences, encourent également d'énormes risques, fait remarquer Vladimir Paraison en saluant leur engagement solennel. Certaines fois d'entre vous, vous n'êtes pas habilités à porter d'armes pour fréquenter le milieu. Vous n'êtes pas habilités à vous faire accompagner de patrouilles solides pour ne pas inspirer la méfiance de celles et ceux auprès desquels vous allez intervenir. Certaines fois, vous êtes livrés à vous-même. Et dans votre pensée de ce moment, cette question vous revient toujours. Est-ce que j'aurai la vie sauve? Est-ce que je reviendrai chez moi? Mais telle est votre devise dans l'optique de servir et de protéger. Vous ne sauriez vous tenir, vous réserver. Non, vous êtes obligé de vous engager. 52 de ces agents ont suivi une formation d'une durée de 6 mois à travers une trentaine de modules axés sur le fonctionnement de leur unité, dont la mission est de réduire les violences par une stratégie préventive. Elle se distingue des unités d'élite en opérant par une approche plus souple, parfois sans utilisation d'armes à feu. Selon le représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Cristobal Dupuis, cette formation constitue une réponse à la montée de la violence dans la communauté, laquelle, dit-il, nécessite une nouvelle approche dans la recherche des solutions. Cet événement se déroule dans un contexte particulièrement difficile, où les défis sécuritaires, sociaux et institutionnels exigent des nouvelles approches, des nouvelles compétences et surtout une nouvelle vision. Depuis plusieurs années, la montée des violences communautaires et la présence accrue des groupes criminels dans plusieurs régions du pays ont mis en lumière les limites des stratégies exclusivement répressives. Ces réalités qui touchent nos quartiers, nos familles et notre tissu social appellent à une transformation profonde dans la manière de concevoir la sécurité publique.
L'organisation hémisphérique entend ainsi aborder les défis sécuritaires d'Haïti sous ses différents aspects. Le représentant de l'OEA appelle les agents à mettre en exergue leur savoir nouvellement acquis. De son côté, le commissaire d'Orville Morancy, impliqué dans le pilotage de la formation, précise que cette formation est une contribution de l'unité tout entière aux efforts visant à répondre aux défis du moment. Pour avoir suivi de très près votre évolution durant le temps de cette formation, je peux témoigner et rapporter au commandant en chef que vous êtes désormais très bien outillés. Vous avez une compréhension très large des dimensions de la crise sécuritaire actuelle et vous savez comment et quand brûler chaque étape importante vers la sortie de crise. Ces agents formateurs vont donc former de nouveaux agents pour renforcer la confiance et obtenir la collaboration de la population avec les forces de l'ordre, la raison d'être de cette unité. Par la restauration de ces liens, les autorités policières espèrent ainsi réduire les violences. Certains agents qui ont suivi la formation plaident pour son expansion à d'autres unités qui souvent souffrent également d'un manque de crédit auprès de la population. Autre information, le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, Serge Gabriel Collin, a présenté les principales mesures prises par le gouvernement pour accompagner les personnes déplacées internes et les populations vulnérables durant la période des fêtes. Parmi ces actions figure l'intensification de la distribution de plats chauds, de kits alimentaires et hygiéniques dans les camps de déplacés, ainsi que l'octroi de 20 000 transferts de 10 000 gourdes destinées aux chefs de famille et aux personnes en situation de vulnérabilité, a indiqué le responsable. Ces interventions seront mises en œuvre à Port-au-Prince, dans le plateau central, dans l'Artibonite et à Petit-Gouave, l'une des zones touchées par l'ouragan. Mélissa, écoutons les propos du directeur général. On fait plus ou on a fait davantage dans le cadre fête fin d'année et nouvel an. En pile plat chaud pour le distribuer dans camp ça yo, côté pas gen restaurant yo. Gagner kit alimentaire pour moun qui vivent dans camp yo tout a gon intensification distribution yo, kit qui composé de produits comestibles sans cuisson. Restaurant dans camp yo a joindre un forfait pour yo ka préparer soupe de l'indépendance pour tout le monde qui vivent dans l'espace ça yo. Comme nous connaissons son tradition dans le pays, 1er janvier, il faut que tout le monde consomme soupe de l'indépendance. FAES, au chevet groupe vulnérable, a arrangé pour que la tradition ça li mette nu. Intervention FAES au profit groupe déplacé, au PDI, techniquement et comme ça nous, les frères d'action qui vivent dans le camp, les personnes déplacées internes, pas limité uniquement sous Port-au-Prince. Présentement, FAES a un restaurant pour PDI qui est installé dans le plateau central au nombre de 10. Nous avons 2 unités tout qui sont dans l'Artibonite. Toujours au profit de PDI, dans le cadre de fête fin d'année, il y a un forfait qui va rejoindre un ensemble de chefs de famille. Nous ne pouvons pas dire tout chef de famille qui sont dans le camp, mais nous avons essayé le plus que possible de toucher tout le camp. Bien dit, le plus que possible. C'est 20 000 transferts monétaires de 10 000 gouttes qui va distribuer par PDI. Gagné commune Tigouave qui a servi tout dans le cadre de distribution de 10 000 gouttes. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le camp qui ont le besoin. Il y a des gens qui ne sont pas dans le camp tout dans le besoin. FAES a un réseau restaurant communautaire qui, aujourd'hui, au nombre de 105 qui a fonctionné, qui a besoin de forfait tout pour servir soupe de l'indépendance à la population. Réseau restaurant communautaire FAES, c'est fruit un partenariat FAES avec des leaders communautaires qui ont un double sens. Un sens assistance sociale, un sens tout assistance économique. Parce que chaque unité restaurant communautaire hors site génère au moins 3 emplois. Ça permet qu'il y ait moins de chômage. Pour refermer la page nationale de Métro News, parlons de l'affaire Stéphora Joseph. L'autopsie réalisée par l'Institut national des sciences médico-légales en République dominicaine confirme que Stéphora Admercy Joseph, 11 ans, est morte d'une asphyxie mécanique par noyade, qualifiée de mort violente.
Le rapport relayé le 9 décembre par le média Listín Diario indique une insuffisance respiratoire ayant entraîné un décès rapide, sans toutefois en préciser l'heure exacte. Le corps de l'écolière retrouvé dans une piscine plusieurs heures après les faits présumés serait resté au fond environ 30 minutes avant de remonter. Ces conclusions confortent la thèse du ministère public qui poursuit 4 responsables de l'établissement pour homicide involontaire, évoquant un manque de surveillance et une intervention tardive. Pour mieux comprendre les dessous de cette histoire tragique, nous recevons l'actrice, chanteuse Saroj Bertin qui a défendu la cause sur les réseaux sociaux. Madame Saroj Bertin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Rose Berlin, merci à vous. Alors, la mort de Stéphora Anne-Mircy Joseph, une fillette haïtienne de 11 ans, plonge toute la communauté haïtienne dans une profonde tristesse. Suite à cette tragédie, 4 membres de l'établissement Leonardo da Vinci ont été arrêtés. Il y a aussi les conclusions de l'autopsie qui ont révélé qu'elle est décédée par asphyxie mécanique, par noyade. Madame Bertin, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Comment aujourd'hui vit la famille de la victime et également la communauté haïtienne en République dominicaine après ce drame? La vérité, c'est que, comme vous dites, ça nous fait mal à tous. On a pris le cas vraiment personnellement puisque on n'a pas senti qu'on voulait donner justice à Stéphora. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des résultats maintenant, mais ça fait presque 30 jours. Ça veut dire qu'on aurait dû commencer à avoir les résultats le jour après la mort de cette belle petite fille, puisque sa mère a perdu sa vie, sa mère a perdu son seul enfant. Et je n'aime pas dire ce genre de choses, mais ça ferait penser que le fait qu'elle était haïtienne ne lui donnait pas le droit à trouver de la justice. J'ai trouvé ça tellement terrible que j'ai décidé de prendre le cas. Pas moi seulement, il y a toute la communauté haïtienne en République dominicaine et beaucoup de mères dominicaines qui savent ce que c'est ou qui imaginent ce que c'est perdre un enfant ont pris le cas au cœur. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à mettre un peu de pression pour trouver la justice pour Stéphora. C'est la raison pour laquelle je continue à demander à tout le monde de ne pas oublier le cas, de continuer à parler d'elle, de continuer à utiliser les hashtags Justicia para Stéphora ou Justice pour Stéphora. Et j'ai parlé à la mère de Stéphora déjà 2 ou 3 fois. Je reste en contact avec elle. Je sais qu'elle a besoin elle a besoin de beaucoup de force, non? Elle a besoin de continuer. Et effectivement, comme tu as dit, et pendant la fin de semaine, on a arrêté 4 personnes qui sont apparemment responsables et plus ou moins, ils sont de l'école, non? D'après ce que je comprends, c'est la directrice et la coordinatrice et deux autres professeurs. Une information qui est sortie aujourd'hui, qui est sortie récemment, pardon, c'est que la coordinatrice est passée près du corps de Stéphora 2 fois et on n'a pas découvert qu'elle était noyée pendant plus de 30 minutes. Ça veut dire qu'une enfant se perd pendant 30 minutes et personne n'a vu, personne n'a réalisé qu'elle était en train de se noyer pendant qu'elle est rentrée, apparemment, d'après ce qu'on dit, à 9h44 dans la piscine et elle s'est noyée à 9h45. Certes, il y a eu un premier pas. Qu'est-ce que vous espérez justement, puisque on souhaite que justice soit faite pour Stéphora? Est-ce que vous personnellement, toutes les autres personnes qui embrassent cette cause vont continuer justement pour aider à faire avancer ce dossier au plus haut niveau? C'est correct. Oui, on va continuer. On ne pense pas arrêter, puisque c'est pas seulement arrêter 4 personnes, c'est s'assurer que si ce sont ces 4 personnes qui sont responsables, que tout le poids de la loi tombe sur elles. Que la mort de Stéphora ne reste pas comme ça, ne reste pas sans justice. Je vais continuer à parler à la mère de Stéphora, je vais continuer à parler du cas de Stéphora jusqu'à ce que Stéphora trouve la justice au 100%. Et c'est donc une noble cause. Merci à vous, Madame Bertin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est mon plaisir et je suis là pour vous. Pas seulement pour vous, mais pour tout le peuple haïtien. Bien sûr, merci encore. Voilà donc les propos de Saroj Bertin. Elle était avec nous justement pour parler de la mort tragique de Stéphora Anne-Mircy, une fillette de 11 ans ayant perdu la vie en République dominicaine. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. La conférence épiscopale appelle à un sursaut politique afin de sortir le pays du marasme. Les évêques déplorent toutefois la perte d'influence de l'Église sur les acteurs de la crise.
et rappelle la nécessité de respecter les accords et les normes institutionnelles. Plus d'une cinquantaine de policiers ont été formés comme instructeurs en police communautaire. Lors de la cérémonie de remise des certificats, les responsables de l'OEA et de la PNH ont salué l'engagement de ces agents appelés à opérer en première ligne dans un contexte de violence croissante. Et puis en République dominicaine, l'autopsie confirme une mort violente par noyade de la jeune Stéphora Joseph. Le rapport relayé le 9 décembre par le média Listín Diario fait état d'une insuffisance respiratoire ayant entraîné un décès rapide, sans toutefois en préciser l'heure exacte. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.